Avec les équipes de Orange, notamment Martin Campos et Damien Rénal, qui vont vous parler notamment du workflow Orange Cyberdéfense et Palo Alto Networks pour garder le contrôle et sécuriser vos applications GenAI et Agentic. Messieurs, la salle est à vous. Alors, on devait avoir 2 micros. C'était pour voir si vous suiviez que je partais avec votre micro, mais vous pouvez commencer à parler normalement. Vous Exactement. ne parlez pas en même temps. Donc, je suis Martin Campos d'Orange Cyberdéfense et je suis accompagné de l'excellent Damien Rénal de Palo Alto Networks. Bonjour à tous. Voilà. Aujourd'hui, on va vous parler d'un workflow qu'on met en place pour sécuriser les applications GenAI et du coup Agentic aussi chez nos clients. Parce que c'est un sujet qui nous concerne tous, effectivement. Alors, on ne va pas forcément parler énormément de Shadow AI, d'AI grand public. On va vraiment parler plutôt d'applications qui sont développées plutôt en interne, qui sont développées par vos utilisateurs également. Voilà. Alors, comment on a fait ça chez Orange Cyberdéfense? On a essayé de monter un petit peu en compétence quand même sur ce que c'est qu'une application de GenAI, avec un cas tout simple qu'on a fait en interne pour de la sensibilisation. On a fait un petit chatbot, extrêmement simplement, avec une interface utilisateur web, normale, une AI Gateway facile qui va choper des modèles, des tools, des skills, des données également, du RAG, et qui va répondre à un utilisateur. C'est assez simple. On a comme cas d'usage, par exemple, un assistant de vente pour des produits Bose. Ça a été un cas d'usage très très facile à faire. Une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, bon, ok, qu'est-ce qui se passe sur cette application-là? Quand on regarde, il y a plusieurs types d'attaques qui peuvent arriver. La première, qui est assez nouvelle, c'est tout ce qui est jailbreak, prompt injection directe ou indirecte, et l'injection de code qu'on peut faire au travers de l'interface web. Assez rigolote. On va avoir une tentative d'attaque et une réponse qui va être donnée par un modèle de GenAI, donc l'application. Donc on est vraiment en langage naturel. On va commencer à écrire des choses pour faire dévier un petit peu le modèle et lui faire dire ce qu'on aimerait qu'il dise sur son but, sur les données qu'il a et qu'il n'aurait pas forcément besoin de divulguer, etc. Effectivement, ça fait partie des risques. On peut extraire des données, on peut également faire des choses à l'agent s'il a le droit d'avoir accès à une production ou à l'externe pour pouvoir ensuite s'en servir comme pivot et derrière pouvoir faire un mouvement latéral éventuellement. Il y a d'autres risques également qui sont assez intéressants sur tout ce qui est data poisoning. On peut essayer d'empoisonner le modèle pour le faire complètement dévier. Et bien forcément, qui dit application de GenAI dit un modèle sur lequel ça se base. Et le choix du modèle est un choix qui est particulièrement sensible. Voilà. Au niveau du workflow, ce qu'on propose, c'est une partie de sensibilisation. Vraiment un espèce de jeu qui va permettre à nos clients de savoir ce que c'est qu'une prompt injection, comment on peut détourner un modèle, comment on détourne une application de GenAI. Quelque chose d'assez simple qui s'applique à la fois aux utilisateurs, aux collaborateurs, ou à la DSI. On a derrière une partie d'analyse de risque qui est plutôt liée à tout ce qui est GRC. Puis une partie de sécurisation des utilisations. Là, on parle de tout ce qui est Shadow AI. Et vous allez voir, volontairement, sur cette partie présentation, qu'on n'a que 30 minutes, on va passer un petit peu ça sous silence. Il y a 2, voire 3 derniers piliers qui sont super intéressants, notamment avec Palo Alto Networks. C'est tout ce qui est audit des vulnérabilités. Il y a toute une partie de découverte, effectivement, de ce qui se passe dans notre système d'information. Une partie red teaming qui est super intéressante, et vous allez voir pourquoi. Et derrière, forcément, une partie de protection. Parce que faire un assessment de ces applications de GenAI sans les protéger, c'est rarement une bonne idée. Voilà. Dernier use case qui est aussi très intéressant, c'est comment on traite au niveau du SOC des alertes de ce nouveau genre. Parce qu'on va se retrouver avec des alertes qui sont particulières et sur lesquelles la réponse n'est peut-être pas que technique. Voilà. Alors là-dessus, je vais passer la main à Damien sur la première partie qui est la visibilité. Comment on obtient une visibilité sur
nos applications AI au sein d'une entreprise. Alors merci, c'est vrai qu'on ne peut pas sécuriser ce qu'on ne voit pas. Donc la première chose, évidemment, c'est de savoir se dire quelles sont les applications qui sont en train de tourner directement dans mon infrastructure, qu'est-ce qu'elles utilisent comme service, qu'est-ce qu'elles utilisent comme modèle, qu'est-ce qu'elles utilisent pourquoi pas comme agent aussi également. Est-ce que ces modèles, ils ont bien été configurés? Est-ce qu'ils ont bien été choisis? Est-ce que c'est des foundation modèles? Et puis, si je vais dans la partie opérationnelle, alors je m'excuse, c'est un peu lent parce que vous avez le Wi-Fi et la 4G qui ne sont pas au top, mais ça va venir. Ce qui va nous intéresser aussi également, c'est d'identifier quels sont les utilisateurs qui sont en train de consommer ces applications, quel type de prompt va aller être découvert à travers l'application. Voilà, je vais avoir un espèce de mapping un peu high level ici. Vous avez vu tout à l'heure qu'on était un peu plus dans le détail, et donc on pouvait voir effectivement si mes modèles étaient potentiellement sécures, s'ils avaient accès à Internet à travers les prompts, mes agents et mes fameux utilisateurs. Et très bientôt, pourquoi pas les extensions directement du navigateur. Ah, c'est pas mal. Donc là, j'ai une belle visibilité de ce qui se passe et on parle beaucoup de modèles. Alors, ces modèles-là, c'est peut-être un peu mathématique. En tout cas, moi qui suis sur la partie infrastructure, je peux peut-être me dire que j'y connais pas grand-chose et il y a certainement des risques liés à ces modèles-là. Vous avez connu Word. Tout le monde a Word. Maintenant, quand vous ouvrez un Word et que vous avez le bandeau jaune qui vous dit Enable macro, vous appuyez dessus. C'est la même chose dans un modèle. En fait, ce modèle, vous pouvez le télécharger sur Hugging Face. Et ce modèle, de ce fait, il peut avoir 3 types de vulnérabilités dedans. Une vulnérabilité qu'on appelle la runtime threat, le backdoor threat, et la serialization threat. La menace la plus rigolote, entre guillemets, qui va nous animer, c'est ce qu'on appelle le backdoor. C'est quand vous avez fait quelque chose, vous avez fait apprendre quelque chose de malveillant au modèle. Vous allez modifier un petit peu son raisonnement ou ce qu'on appelle ses poids de calcul directement, ses mots d'attention, son poids, c'est ce qu'on appelle le facteur W. Bref, vous avez légèrement modifié pour faire quoi? Pour que quand vous dites, tiens, est-ce que Orange c'est le bon intégrateur, ça fait directement un virement bancaire à Damien Rénal. Ça vous va ou pas si je vous propose un modèle qui fait ça? Il va falloir qu'on remplace Damien Rénal par mon RIB éventuellement. On va s'arranger. Non, effectivement, c'est assez rigolo comme type d'attaque. Et donc, toi, en téléchargeant sur Hugging Face, on arrive à savoir si le modèle il est safe, pas safe? Exactement. En fait, je vais voir directement si, potentiellement, il y a quelqu'un qui a fait une modification de l'architecture, si, pourquoi pas, il y a une licence existante sur ce modèle que je voudrais potentiellement bloquer, si, dans la partie runtime, au moment où mon modèle il est loadé, ou même pendant qu'il produit quelque chose, il a créé un fichier à côté et il a activé ce fichier qui va s'appeler bizarrement malware.sh, vous vous en doutez. Bref, vous avez tout un tas de modèles qui peuvent être malicieux et que vous pouvez uploader directement de Hugging Face. D'accord, donc là, au moins, je suis à peu près sûr que le modèle que je vais déployer en production, c'est un modèle qui est plutôt approuvé, en tout cas qu'il a été testé et qu'il est compliant, donc avec ma politique de sécurité. Donc ça veut dire que si jamais j'en télécharge un autre, il ne fonctionnera pas. Comment ça, il ne fonctionnera pas? C'est-à-dire que mon application, elle va être complètement désactivée dans le SaaS ou sur mon... Voilà. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui ici, c'est qu'on va le bloquer avant qu'il soit mis en production, évidemment. Ah, On va ouais. pouvoir le bloquer et dire aux data scientists, attention, ne va pas télécharger ce modèle, il y a tel type de vulnérabilité, voire même on va lui proposer une remédiation. En disant, la vulnérabilité, elle est assez simple, tu peux la corriger. Évidemment, quand c'est une vulnérabilité de backdoor qui envoie sur mon compte bancaire et non le tien, mais on s'arrangera. Bien sûr, là, c'est un peu plus compliqué. Il faut refaire du fine-tuning, il faut remodifier le modèle. Là, on ne va pas aller jusque-là. Peut-être demain dans un futur proche. OK. Et alors, bon, j'ai mon modèle, j'ai l'idée de ce que je veux faire avec mon application de GenAI et on m'a dit, il faut que je fasse des guardrails, il faut que je fasse un système prompt pour que effectivement mon application fasse ce que j'ai envie qu'elle, en tant que métier, qu'elle fasse son but. OK. Là-dessus, moi je suis pas forcément un expert, je suis du métier. Tu es un expert parce que tu as déjà embauché quelqu'un. Et donc, quand tu embauches quelqu'un, tu lui donnes un objectif. Cet objectif, c'est ce qu'on appelle le système prompt. Et puis, dans la salle, il y a peut-être des parents qui ont des enfants. Et du coup, la première chose que vous leur apprenez à vos enfants, c'est de pas d'utiliser de gros mots. C'est le guardrail, c'est vous, en tant que parent, vous leur dites de bien se comporter. D'accord? De ne pas faire tout et n'importe quoi en output. Donc, faut le configurer, ça.
Ouais, alors donc moi je l'ai fait à mon niveau, mon système front. J'ai mon agent, par exemple là on parlait de l'agent Bose, c'est un assistant de vente, hein. Donc on lui a clairement dit, bah, voilà, tu es un assistant virtuel de vente des produits Bose, comporte-toi bien. Alors c'était peut-être un peu vague, mais du tout, qu'est-ce que tu peux m'en dire toi avec Palo Alto? Alors, chez Palo Alto, on sait que l'IA, c'est le nouveau support de l'information, c'est-à-dire que derrière un prompt, c'est n'importe quel type de données. D'accord? Ça peut être une image, de la voix, ça peut être vraiment ce qui vous passe par la tête, une URL, parce que derrière, ça peut être un agent qui va sur Internet. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de décrire là? On est en train de décrire tout un operating system IT. D'accord? L'accès à Internet, la création d'une image, c'est une application bien particulière. Bref, notre vie de tous les jours, c'est d'essayer de sécuriser tous ces éléments. Et d'un coup, on a tout rationalisé dans une boîte qu'on appelle l'intelligence artificielle. Du coup, bah, je vais avoir besoin de quoi pour bien protéger ça? Bah, d'un guardrail qui soit capable d'identifier si le comportement, entre guillemets, de mon agent ou du prompt est correct, si je ne suis pas en train de parler de sujets qui sont complètement indélicats, donc là on est plutôt sur la partie data, si on n'est pas en train de faire de l'hallucination, si je vais avoir des topics où je veux faire ou valider le comportement de mon IA, donc je veux être OK sur des comportements, par exemple, un use case HR, IT support, IFI, Bose. Voilà, on peut définir aujourd'hui un topic, comme quoi je suis en train de faire du Bose. Et puis, bah, il y a des choses que je veux potentiellement bloquer. La génération de malware, avoir un caractère discriminant, être vulgaire dans mes propos. On m'a dit que j'étais interdit sur scène. Bref, venez voir sur le stand, je serais ravi de vous démontrer ce qu'on est capable de faire sur une IA sur ce sujet, une IA publique, très connue. Bref, et puis je vais aller un peu plus loin, je peux faire du vibe coding, de l'agent coding. Ah, c'est vachement bien ça, du coup, ça accélère ma prod, on m'a dit. Ça accélère la prod, ouais, ça accélère aussi les menaces. Je pense que certains d'entre vous passionnés ont pu voir aussi Claude Code qui était capable, enfin Claude directement, qui était capable à travers un agent détecter des vulnérabilités, automatiquement les exploiter et puis potentiellement les corriger. C'est encore été disponible la semaine dernière en démonstration. Et bien là, nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il y a un code qui est malicieux qui a été potentiellement fourni dans cette partie agent? Est-ce qu'il est allé faire un accès URL et dans cet accès URL, bah, c'est ce qu'on appelle l'indirect prompt injection. Dans cette page web, il y avait peut-être quelque chose qui était caché et qui était peut-être malveillant, etc. etc. C'est un operating system, c'est un utilisateur qui accède à Internet. Donc j'ai besoin de le même niveau de sécurité que j'ai déployé partout dans mon infrastructure. Le filtrage URL, la partie DLP, d'accord, avec des politiques DLP qui sont d'ailleurs les mêmes que celles de la partie Shadow AI dont tu parlais au début. La sécurisation des accès à une base de données, si c'est un agent qui veut faire des choses bien particulières, ou même s'il utilise des tools et de la gestion de la mémoire un peu longue, eh ben, je vais pouvoir sécuriser son comportement parce que c'est peut-être un agent particulier, c'est peut-être des tools ou des MCP serveurs que je ne maîtrise pas. D'accord, donc là on se retrouve avec une protection qui est en place. Alors c'est peut-être un peu compliqué, là j'ai vu pas mal de menus, on clique sur appliquer, c'est tout. C'est presque ça. C'est presque ça. Après, on peut faire un peu de test une fois qu'elle est mise en production. Ah bah ouais, exactement. En fait, ce qui va être intéressant, c'est que quand on fait une application de GenAI, on se rend compte que quand on va commencer à lui parler, à discuter avec elle, elle va pas forcément répondre la même chose à chaque fois. Et bah c'est un peu probable. Il y a des probas, je crois, derrière, un petit peu. Donc au final, comment je suis sûr que à chaque fois que je fais un test, mon application est toujours au top, bien sécurisée et qu'elle fait ce que je veux. C'est vrai qu'à chaque fois que tu vas rajouter des informations, à chaque fois que tu vas faire des prompts ou que tu vas rajouter des datas dans la partie, ce qu'on appelle le RAG, c'est pour faire évoluer un petit peu votre infrastructure et vos datas et le contexte qu'on va partager à votre modèle. Ce qui va être intéressant, c'est que le raisonnement peut être modifié et du coup extraire des informations qui sont potentiellement délicates ou son comportement peut être altéré. Et donc c'est pour ça qu'on fait du red teaming ou AI red teaming régulièrement, d'accord, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Mais avant de faire ça, moi je veux comprendre ce qu'elle fait ton IA. Donc je vais faire ce qu'on appelle du profiling, la reconnaissance pour un attaquant. Ah oui, parce qu'effectivement, là, on a fait un chatbot qui répond à des questions sur les produits Bose. Peut-être que demain, ce sera un chatbot de recrutement pour Orange Cyberdéfense ou quoi que ce soit. Donc, tu es en train de me dire que le red teaming va s'adapter automatiquement au but de l'application. Exact. Aujourd'hui, quand vous faites du red teaming chez Palo, et grâce à Orange aussi, quand on va discuter avec votre application. Quand on discute avec votre application, on va comprendre son cas d'usage.
Donc là, par exemple, tu l'as bien dit, ça va aider l'utilisateur à découvrir et choisir le meilleur produit Bose sur le marché. Bon, moi je préfère Focal, hein, mais pour plein de raisons, peut-être parce que c'est français. Euh, et puis, bah, évidemment, automatiquement, quand je vais découvrir que je suis en train de parler de Bose, bah, je vais voir c'est quoi la compétition. Mais pourquoi je veux voir la compétition? Bah, parce que quand je vais faire du red teaming, je vais voir si mon IA elle est capable de me dire non, achète pas Bose, va chez Focal. D'accord? Et donc, ça va impacter la réputation de votre entreprise si jamais c'est un chatbot extérieur. Et en fait, je vais avoir plein d'informations supplémentaires. Voilà. Quel est l'objectif? Quel langage tu supportes? Quels sont les outils que tu mets à disposition? Je parlais d'outils pour les agents. D'accord? Parce que plus j'ai de phases de reconnaissance, plus j'ai une surface d'attaque évidemment qui peut s'accroître. Et donc, mon red teaming, plus il a de contexte par rapport à votre IA, plus il sera performant. D'accord, donc là, tu as très bien vu que c'était une application Bose, qu'elle parle plusieurs langues, qu'elle a des tools qui sont disponibles également. Bah, effectivement, on a mis un petit RAG dessus, hein, et tout un tas de comptes. Oh là, il y en avait des choses que tu as trouvées. Bah, ça, c'est ton IA qui m'a dit voilà toutes les informations que j'ai, voilà là où je suis capable de t'aider. Bref, je me dis qu'il y a peut-être des informations qui sont un peu sensibles là-dedans. D'accord. Et alors, donc là, tu as les informations, tu as fait le profiling. Comment tu fais pour faire un red teaming dessus? Bah, je vais faire ce qu'on appelle un scan. Alors, ce scan, en fait, vous allez lui donner un nom, vous allez lui dire bah, moi, je veux faire la partie Bose, et puis vous avez deux types d'attaques. Vous avez deux grands types d'attaques. Dans ces grands types d'attaques, vous avez ce qu'on appelle les attaques dites statiques. D'accord? Ce sont des prompts où nos ingénieurs en recherche de cybersécurité AI en fait, vont avoir créé ces prompts et les mettre à jour régulièrement, toutes les semaines en fait. Et puis, il y a une deuxième infrastructure qui est encore plus intéressante, c'est de l'agentique. C'est-à-dire qu'on a des modèles qu'on a oblitérés, qu'on a modifiés et qu'on a rendus malveillants. Ces modèles, on a fait du fine-tuning dessus. Et on a plein de modèles. Tous ces modèles, derrière, je vais avoir plusieurs agents qui vont discuter entre eux. Je vais avoir un agent contextuel avec toutes les informations que j'ai récupérées. Je vais avoir un agent qu'on appelle l'évaluateur adjoint qui va récupérer la réponse à la suite de mon prompt. Et puis après, je vais avoir mon agent attaqueur. Ils vont tous discuter entre eux pour en fait jouer sur différentes catégories que je vais vous montrer. Hop, les différentes catégories sont ici. Et donc, toutes ces catégories, bah, vous pouvez voir, je vais faire du jailbreak, je vais lui dire, tiens, est-ce que tu arrives à me générer du malware? Je vais essayer de récupérer ton système prompt. Tiens, j'ai vu que tu as des outils, peut-être que tu as accès à Internet. Bon, ton application, apparemment, elle ne supporte pas encore le multi-turn, mais ça va venir. Chaque chose en son temps. Et puis, bah, je vais aussi voir, est-ce qu'elle est capable de me parler correctement? Il y a un point éthique très important. Et un troisième point, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la réputation de votre entreprise. Est-ce que le chatbot, l'agent, il ne va pas aller récupérer des informations politiques de l'entreprise? Est-ce que je ne vais pas parler de la compétition? Est-ce que je ne vais pas être discriminant au sein si je suis un service RH, etc., etc. Et puis le dernier point qui est important, c'est toi, tu dois rendre des comptes à ton ciseau. Ouais, évidemment. Donc une partie conformité. Exactement. Cette conformité, tu as le WASP, tu as le MITRE Atlas, tu as le NIST, tu as le DSF. C'est des conformités qui sont nécessaires avant de mettre en production une AI. OK. Donc on a fait quelques tests quand même sur notre application et on va vous montrer un petit peu ce que ça donne en termes de visibilité, hein, en termes de résultats. Quand on regarde un petit peu, ben voilà, celui-là. Oh, ouais, C'est un peu 74 en rouge. rouge, c'est pas terrible. Bon. C'est pas terrible. Bon, c'est pas très grave. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu m'as dit que tu voulais un peu de scoring, hein. Et puis, bah, il y a deux types de dashboard. Effectivement, tu as celui qui est très très simple et puis tu as celui qui est un petit peu plus élevé. D'accord? Où en fait, dans ce dashboard, hop là, je vais avoir bah, quels sont le nombre d'attaques. Là, c'est pas trop mal. Tu as un côté agent qui était un peu dynamique. Là, tu as un côté statique. Donc, c'est pas trop mal la différence entre les deux. Là, les informations que j'ai récupérées, elles n'ont pas un gros score. Elles n'ont pas un risque important. Et puis, bah, je vais retrouver ma partie compliance. Bref, toutes les catégories que je vais avoir cochées tout à l'heure. Maintenant, si je reviens à ma partie agent, ce qui va m'intéresser dans l'agent, puisque lui, il est un peu plus dynamique, c'est un petit sommaire de ce qui a été effectivement exploité. Et puis après, moi, je suis un homme un peu curieux techniquement. Je vais aller dans le détail. Donc effectivement, je vois que tu as récupéré le security number du CEO de NVIDIA. Ben, Tu ça, n'as pas c'est pas son mal. RIB plutôt? Ben, ça, faudrait peut-être faire un red teaming avec des custom goals, non?
Et oui, là, l'objectif, c'est de savoir faire du custom goal. Puisque là, c'est peut-être un petit peu simpliste, mais maintenant, je vais pouvoir m'adapter. De- Je vais pouvoir m'adapter, c'est-à-dire que si votre IA, c'est un service RH, je vais peut-être lui demander de m'augmenter mon salaire. Peut-être que ça fonctionne. Ou je vais peut-être lui demander de m'augmenter le nombre de jours de congé, parce que ça m'intéresse encore plus qu'augmenter mon salaire, etc., etc. Voire d'impacter directement mes collègues. Puis une fois que j'ai les failles, Ah bah oui, effectivement, on a une application qui est faillible, on l'a bien vu, hein, de toute façon, c'était un peu fait pour. Et là, j'ai des recommandations. Ah ouais, pas mal, hein. ouais. Alors les recommandations, bah, on a vu tout à l'heure comment configurer le guardrail. C'est bien. Ça peut être périlleux au tout début. On peut se dire, oula, attends, je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est pas grave. On va faire du red teaming. Et en fait, typiquement, on va avoir des topics un peu spécifiques ici qu'on va pouvoir mettre en avant et auto-configurer le guardrail. Alors là, je n'ai pas de custom topic, donc ça veut dire que je n'ai pas utilisé le bon profil. Mais c'est pas grave. Je vais avoir les custom topics où je vais carrément dire, comme tout à l'heure, vous les avez pu les voir, il va automatiquement te dire, bah non, vaut mieux pas que tu parles avec des gros mots, etc. Il va vous auto-configurer votre infrastructure, voire il va vous gérer la gestion des droits et de l'identité des utilisateurs derrière. Si malgré tout, vous pouvez dire, ah non, mais j'ai pas envie d'utiliser le guardrail de Palo, c'est pas grave. On vous partage aussi toutes les informations et toutes les librairies d'attaque qu'on a utilisées et surtout les dossiers de recherche qui sont sur Archive qui nous ont permis de générer cette attaque. Pourquoi on vous partage ça? Parce qu'un data scientist, quand il a ces données, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend ça, il les met dans un RAG ou alors dans un LLM, peu importe, et il va les utiliser pour dire je veux configurer mon guardrail et voilà la doc de mon guardrail. Et en fait, ça va commencer à lui proposer de configurer son propre guardrail. Mais au moins, il a toutes les informations de ce qu'on a utilisé comme type d'attaque et tout ce qui est analysé. C'est extrêmement important pour nous d'être transparents sur ce sujet. Ouais. Donc, tu n'es pas tout à fait en mode boîte noire. Tu montres d'où est-ce que ça vient. Tout à fait. Et puis en plus, je peux attaquer des IA qui sont internes et pas publiques, parce que j'ai une façon de connecter avec ces applications. Ouais, intéressant cette partie-là. Qu'est-ce qu'on a vu de beau? On a vu la partie red teaming, on a vu la partie protection, on a vu la partie, forcément la partie visibilité dans un premier temps. Quand on repasse un petit peu sur la partie slide, peut-être. Tu voulais pas voir comment tu faisais tes agents? Ah bah si, ça c'était la prochaine étape, parce qu'en fait, certes, moi je peux faire une application qui est, on va dire, pilotée par le métier et approuvée par la DSI, il n'y a aucun problème, hein. Ça marche plutôt pas mal. Et puis forcément, à un moment, si la DSI est au courant, bah, je vais mettre en place des mesures de sécurité. Ce qui m'inquiète maintenant, moi, c'est plutôt le côté les SaaS agents. Qu'est-ce qu'on les SaaS agents? C'est simplement l'utilisation de Microsoft Copilot, par exemple, qui va permettre à tout à chacun de créer son agent personnel avec son propre but. Et ça, ce genre de choses, ben, j'ai pas de visibilité au sein de la DSI. En tout cas, j'ai pas de remontée d'utilisateur directement, ça passe pas dans le process classique. Et donc c'est là où c'est super intéressant ton dashboard là. Ouais, bah, c'est grâce à toi. Parce que je vais pouvoir m'intégrer directement dans ton copilote, dans ton cursor, pour les gens qui font du vibe coding, dans ton Gemini Enterprise. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le red teaming, il peut aussi tester ces agents-là. Donc, je vais les tester, ces différents agents. Je vais vérifier à quoi ils sont connectés en base de connaissances et s'il y a des données sensibles. Et par rapport à l'objectif de chaque agent, est-ce que c'est normal que cet agent il ait accès à des informations vraiment sensibles, pardon, et qu'en plus, on lui demande d'aller poster des choses sur LinkedIn? Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Ça aurait peut-être que la prochaine fois, Claude aurait pu faire ça pour éviter la fuite du code source. C'est dommage. Pareil pour les applications, les utilisateurs, les tools qui sont connectés, etc. Donc, je vais aussi offrir la partie protection de l'agent SaaS parce qu'on est intégré directement dans le back-end de tous les agents que vous pouvez voir ici. D'accord? Donc, peu importe que vous ayez Gemini, Copilot, ServiceNow, Atlassian, Zoom, je vais continuer longtemps, hein, vous avez encore une heure. Bref, vous aurez compris qu'en fait, on est capable de recevoir tous leurs prompts et leur comportement. C'est ça le plus important, le comportement. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que je pense que forcément, il y aura beaucoup plus d'applications ou de SaaS agents que d'applications entreprises dans un premier temps. On voit un peu de tout, mais je pense que tu as raison, parce que c'est facile à déployer. D'accord, d'accord. Alors, quand on revient un petit peu sur notre premier schéma,
un peu simpliste, hein, bien sûr, pour des besoins justement de sensibilisation. On voit que Palo Alto va s'intégrer nativement avec la partie AI Gateway, va faire un petit peu de AI SPM, donc visibilité et des applications AI, de la partie data également. On va sécuriser les modèles. Bon, il y en a un peu partout, mais ça a l'air assez intéressant de s'intégrer directement dans la partie AI Gateway. Eh oui, tu as raison. Effectivement, qu'est-ce qu'on va vous mettre à disposition? On va vous mettre à disposition ce qu'on appelle une AI Gateway. Donc, c'est-à-dire que dans votre back-end, on sera directement intégré à travers une AI Gateway. Tous les flux qui vont partir de votre planner ou directement dans votre AI Gateway aussi va pouvoir utiliser notre AI Gateway pour vérifier que l'utilisateur qui est en train d'utiliser un agent, eh bien, il aura le droit d'aller accéder à ces informations, ces outils qui vont être ici. Que les AI Gateway, vous allez utiliser un modèle spécifique, vous allez faire attention au nombre de tokens aussi. Et puis, est-ce qu'il y a des menaces bien spécifiques par rapport à la donnée, par rapport à l'URL ou par rapport au prompt directement, avant d'aller consommer un agent en mode SaaS aussi également. Ouais, ça a l'air assez simple d'intégrer tout ça et une belle visibilité en plus. Bon, avec ça, je crois qu'on a découvert comment sécuriser une application de GenAI ou tout ce qui est agentique. Merci beaucoup. Merci à vous. N'hésitez pas sur le stand Orange et sur le stand Palo Alto. Merci. Merci de me rendre le micro, c'est sympa. J'ai encore un peu de boulot. Alors, l'avantage du stand Orange, c'est qu'on n'a pas forcément à l'indiquer, parce que je crois que vous êtes assez visible. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux, Martin Campos et Damien Rénal, pour cette présentation.